Charles Sana, bonjour. Bonjour Pierrot, On se tutoie? on se tutoie. Parfait. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. Les marchés, en revanche, cette année, donc 2018, ont eu des hauts et des bas, notamment en fin janvier ou était-ce début février, et puis ce mois d'octobre a été terrible. Alors, la question que l'on pose toujours aux analystes, c'est que s'est-il passé et quand sera-t-il dans le futur? Donc c'est la question que je te pose aujourd'hui. Et évidemment, on va développer sur sur les tenants et les aboutissants à la suite de ton analyse. Ça marche. Eh ben écoute, d'abord bonjour à tout le monde. Tu tombes bien, moi je suis devin, donc je vais exactement pouvoir te dire ce qui va se passer et comment vous allez tous pouvoir devenir riches ou en tout cas éviter d'être pauvres. Euh, Au-delà de la boutique et plus sérieusement, c'est à la fois prévisible et imprévisible. Alors prévisible parce qu'on a des éléments économiques qui sont factuels, qu'on peut effectivement analyser et qui peuvent nous permettre de comprendre les grands mouvements qui sont à l'œuvre. Alors le premier, à mon sens, il y a deux choses qui pèsent énormément sur les perspectives économiques. C'est le prix de l'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt, et le prix du pétrole, et de manière plus générale, donc les prix de l'énergie. Nous vivons dans une économie qui est une économie dont on peut critiquer le modèle, hein, c'est pas le sujet, mais notre économie est une économie qui est carbonée et qui est basée sur la production de masse et la consommation de masse, avec une volonté chaque année de faire plus de PIB que l'année précédente, ce qui veut dire très concrètement produire plus pour consommer plus. Que ce soit utile, pas utile, polluant, pas polluant, c'est un autre débat. Ça, c'est le système économique tel qu'il est conçu. Et dans ce système économique de production de masse et de consommation de masse, on a évidemment une des données fondamentales qui va être la production d'énergie et donc le prix de l'énergie et la quantité d'énergie disponible pour faire bouger et déplacer tous ces trucs et tous ces bidules qu'on va produire de manière massive et qu'on va transporter d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, jusqu'à ce que ça passe du dernier grossiste au dernier détaillant et que ce soit acheté chez le dernier des commerçants par l'ultime consommateur qui sera venu en voiture et en gilet jaune parce que tu comprends, le prix de l'essence augmente et la boucle est bouclée. Donc évidemment, on doit avoir une attention très particulière à la disponibilité et au prix de l'énergie dans une économie. C'est un indicateur évidemment avancé d'une crise, pas d'une crise. Deuxième élément, très important en termes macroéconomiques, bien évidemment le prix de l'argent, donc les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Eh bien, jusqu'à présent, les taux d'intérêt, ils ont diminué drastiquement, mais c'était pas la première fois qu'ils diminuaient drastiquement. On va faire un tout petit peu d'histoire. Alors là, je peux pas passer de graphique là dans la vidéo. Je sais pas trop comment on pourrait faire, mais bon, je vais le faire avec les mains. À l'italienne. Tu as raison, Pierrot. Je vais y arriver. Avec les mains, je sais faire. Alors, on va partir en 98. Alors, en 98, voilà, mes mains, je les mets là. Je regarde à peu près sur l'écran. Donc, en 98, eh bien... Non, on va partir encore un petit peu plus avant. On va partir de 1995. C'est l'époque en France des jupettes et des baladurettes. Ce sont des primes pour acheter des voitures. Et comme quoi, il n'y a rien de neuf. Hein. On est en 95, on fait déjà des primettes pour acheter des voiturettes, parce que les voiturettes ne se vendent pas. Pourquoi elles ne se vendent pas? Parce que l'argent est cher, qu'il n'y a pas de croissance, qu'il y a une crise économique. Cette crise économique, elle est liée à quoi? Elle est liée à la réunification allemande. Oh, excuse-moi Pierrot, j'ai encore reculé. Et on se retrouve en 1989 parce que le mur de Berlin tombe. Et quand le mur de Berlin tombe, il faut réunifier l'Allemagne. Et à l'époque, Helmut Kohl fait un choix politique qui est extrêmement fort. Il dit un Deutschmark égale un Ostmark. Donc un mark de l'Ouest va être égal à un mark de l'Est parce que chaque Allemand vaut pareil.
Donc, parce que chaque Allemand vaut pareil, ce qui est une très belle idée politique que je critique pas, ça a une concrétisation économique qui va faire que les Allemands, eux, ils font pas marcher la planche à billets. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont évidemment transformer chaque Ostmark en Deutschmark. Pour ça, ils vont emprunter énormément sur les marchés financiers. Comme ils vont emprunter énormément sur les marchés financiers à partir de 1990-1991, les taux d'intérêt vont énormément monter et tous les épargnants français qui sont un petit peu vieux et qui ont moins notre âge se souviennent que c'est l'époque où tu achètes un fonds euro chez Affaires à 12% l'an, quoi. Donc, tu fais rien et tu achètes des obligations d'État qui te rapportent 12%, tu as 100 000 francs à placer, tu te retrouves avec 12 000 francs, c'est un truc extraordinaire. En plus, tu n'as pas d'inflation à l'époque. Tu n'as pas d'inflation. Donc, alors là, c'est une époque des dieux pour les rentiers. Manque de bol, les taux sont très très élevés. Et donc, comme les taux sont très très élevés, le prix de l'immobilier est très très bas. Et la croissance, elle est très 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 limitée. Alors, la croissance, elle est tellement limitée qu'à cette époque-là, le prix du baril, il est à 11 $. On est post-guerre du Golfe, les taux d'intérêt sont à 10-12%, et le prix du baril, il est à 11 $. Donc on a de l'argent très cher, un immobilier qui est très très bas, pas de croissance économique, et évidemment une énergie qui est abondante et peu coûteuse. Tout ceci est en ligne. On va avancer petit à petit comme ça, cas un cas, jusqu'aux alentours des années 2000. Et aux alentours des années 2000, on va avoir un énorme phénomène qui va mettre de la croissance, qui est évidemment l'arrivée d'Internet. Et donc, la bulle Internet, ce qu'on va appeler la bulle Internet. La bulle Internet, eh bien, le prix de l'argent va petit à petit diminuer parce que les Allemands ont moins besoin d'argent. Donc, l'argent redevient disponible sur le marché financier. Les taux d'intérêt baissent progressivement et aux alentours des années 2000, les taux sont assez faibles. Ils sont assez faibles, on est en pleine bulle spéculative sur les valeurs Internet, et donc là, que va faire la Réserve fédérale américaine? Elle va commencer à augmenter les taux d'intérêt. Et donc, en augmentant progressivement les taux d'intérêt, eh bien, en mars 2000, ça va provoquer l'explosion de la bulle Internet parce que l'argent est devenu trop cher. Et on va avoir à ce moment-là un effondrement des valeurs boursières. Toutes les personnes peuvent aller voir les 3 derniers pics qu'il y a sur les marchés, c'est assez saisissant, que ce soit en Europe, sur le CAC 40 ou sur les indices américains. Donc là, le premier pic, il est en 2000, les taux d'intérêt montent, les bourses s'effondrent. Alors les bourses, quand elles s'effondrent, ça remet une crise économique, l'argent est devenu cher, ça refait baisser un peu l'immobilier, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait Et puis souvenez-vous, 2001, les attentats du 11 septembre. En 2001, les attentats du 11 septembre, le monde s'arrête. C'est-à-dire que le 12 septembre, le 11 septembre jusqu'à 14h, et que le premier avion rentre dans la première tour, l'économie tournait. À partir de 14h, le monde entier s'arrête. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un nouveau Pearl Harbor, il y a 80 000 morts, qu'est-ce que ça... Enfin, ça va être la guerre, ça va être la guerre mondiale, tout le monde va mourir, c'est la fin du monde. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête tellement qu'on va suspendre les bourses pendant plusieurs jours. De cotation à New York pendant plusieurs jours. Évidemment, les tours viennent de s'effondrer, c'est le bazar, Wall Street ne peut pas tourner. Et donc, on a un crack. Là, donc ça recraque, on a une grosse baisse, etc. Le prix de l'or s'envole, les inquiétudes. Le système économique se fige, le pétrole monte, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Réserve fédérale baisse encore ses taux. Elle avait commencé à les baisser parce qu'il y avait la bulle Internet, qu'elle avait explosé volontairement en augmentant les taux, et comme elle avait déclenché elle-même la crise, et après, pour calmer les choses, elle baissait ses taux. Et donc, elle va encore accélérer ce cycle de baisse de taux. Et donc, on va quasiment avoir des taux zéro après le 11 septembre. Et donc, comme on va quasiment avoir des taux zéro, le prix du pétrole va s'envoler, progressivement, mais le pétrole va augmenter, l'économie va repartir, l'immobilier va s'envoler, puisque l'immobilier est extrêmement sensible au taux d'intérêt. Donc, quand vous avez de l'argent gratuit et des prix immobiliers qui sont relativement accessibles, les prix de l'immobilier, bien évidemment, à ce moment-là, il y a une très grande solvabilité des acheteurs. On peut emprunter quasiment de l'argent à zéro, les prix sont pas chers, donc tout le monde se rue sur l'immobilier. Ça va tellement être le cas que 6 ans plus tard, on a les premiers craquements de la crise immobilière qui sera la crise des subprimes. Donc, comme on a mis des taux zéro pour relancer l'économie, on a créé trop d'argent. La Fed le sait, toujours, la Banque centrale américaine le sait. À partir de 2006, la Fed va commencer à remonter graduellement ses taux d'intérêt.
Elle va payer ses taux d'intérêt qui étaient à 0, elle va les mettre à 5%, donc ils vont globalement passer de 0 à 5%. Et donc, en 2006, on a les premières remontées de taux, et en 2007, on a les premiers craquements des subprimes, et en 2008, on a l'effondrement de Lehman Brothers. Voilà. Donc, entre le début de la remontée des taux et l'effondrement, globalement, tu as une durée de 24 mois. Mmh. D'accord ? Voilà, la durée qu'il faut retenir. En 2000, c'était la même chose. Donc, en 2000, les taux baissent, la croissance repart, la banque centrale remonte les taux pour exploser une bulle, la bulle explose, la crise économique arrive, elle baisse les taux. 2006-2007, subprime, machin, même mécanisme. 10 ans après, 2018, même mécanisme à l'œuvre. Que se passe-t-il depuis 2 ans ? La Fed, très graduellement, la Banque centrale américaine, remonte les taux d'intérêt. Simplement, il s'est passé 20 ans, entre 2000 et 2018, bon, globalement, arrondissons, il y a 20 ans. Sur ces 20 dernières années, l'endettement mondial a énormément progressé. Donc, comme l'endettement mondial a énormément progressé, chaque pourcentage de taux pèse beaucoup plus en coût dans le PIB. Ça veut dire que notre économie est plus sensible à la remontée des taux. Ça veut dire que tu déclenches une crise avec des taux avec un point haut de taux qui est plus bas à chaque fois maintenant. Je réexplique. Pour écraser l'économie, pour écraser une bulle, en 2007, on monte à 7%. En 2000, on monte à 7%. Pour écraser une bulle, en 2007, on monte à 5%. Pour écraser une bulle en 2018, on n'a plus qu'à monter à 3%. D'accord ? Donc en fait, le point haut de la remontée des taux par rapport à 0 est de moins en moins haut. Dit autrement, le seuil de douleur de l'économie à la montée des taux d'intérêt est de plus en plus bas. C'est logique. C'est lié à la masse d'endettement accumulé. Donc, on prend tous ces éléments dans le shaker. On se dit, que fait le pétrole ? Eh bien, en fait, le pétrole, souvenez-vous, pareil, 2007, le pétrole, on atteint $150 le baril. 2018, on a atteint $85 le baril. Beaucoup plus bas, mais c'est beaucoup plus bas. Mais là, pareil, c'est comme pour les taux, le seuil de douleur est beaucoup plus bas, puisque l'économie est beaucoup plus endettée, beaucoup plus fragile, avec très peu de croissance. Résultat des courses, voilà, on prend ces paramètres, le prix de l'énergie, les taux d'intérêt et l'endettement mondial. Et donc là, on a une vision relativement claire de ce qui va se passer. C'est-à-dire que si les Américains continuent à monter les taux d'intérêt et que les Européens font la même chose, il ne va rien se passer de bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé au mois d'octobre. Avec une incertitude supplémentaire qui est la démondialisation, et donc l'acteur géopolitique, la démondialisation souhaitée par Trump, la renégociation des accords commerciaux voulus par Trump. Et donc, notre monde économique qui est basé sur une production de masse et une consommation de masse, on y a introduit dans les 20 dernières années, 25 dernières années, toujours depuis après la chute du mur de Berlin, un autre paramètre qui a été production de masse, consommation de masse, mais dans un cadre mondialisé, où on faisait produire à pas cher par des petits Chinois qui rentraient dans l'économie mondiale tous les trucs qu'on achetait et qu'on vendait très très cher, en gros en Occident. Et donc, là, tu introduis une grande partie de la croissance du PIB à migrer dans ces 25 dernières années dans nos pays occidentaux de l'agrégat production manufacturière à l'agrégat consommation des agents économiques et des particuliers. Aujourd'hui, 70% du PIB occidental, que ce soit américain, français, anglais, il est réalisé non pas par l'industrie et la production, mais par la consommation. La valeur ajoutée aujourd'hui, elle se trouve dans la consommation, c'est complètement hallucinant, et plus dans la production. Et quand on y réfléchit en termes économiques, ça pose un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fabriques quelque chose en Chine, ça part de Chine, je te dis n'importe quoi, à 1 euro, et c'est vendu 80 € en France. Et la marge, elle n'est pas faite par la Chine. La marge, elle est faite, si tu veux, le truc qui a été, ta souris là, tu vois là, ta petite souris comme ça en plastique, machin, etc., elle a été produite, elle va être vendue $2. $2 FOB Shanghai, tu vois, bon. Et
elle arrive ici, elle t'est vendue 20 ou 30 euros. Et la valeur ajoutée, elle n'est pas faite par la Chine et ça rentre pas dans le calcul de la production de richesse chinoise. Ça va rentrer dans le calcul des 70% de PIB qui est réalisé en France par la consommation. Alors, oui. Est-ce qu'on peut avoir est-ce que une consommation peut être considérée comme une réelle création de richesse, tu vois? C'est encore un autre débat, mais c'est un vrai sujet économique qui est vachement intéressant à poser. Donc, voilà. Là, ça, c'est pour te peindre le grand tableau macroéconomique. Quand tu as peint ce grand tableau macroéconomique, tu te dis, on va effectivement, a priori, avoir nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on a atteint un point haut, ou qu'on va atteindre un point haut, ou qu'on a fait une fausse sortie du point haut, ou qu'on a eu la première baisse par rapport au point haut, peu importe, mais on a atteint un point haut. On a atteint un point haut, la Fed a annoncé qu'elle allait encore augmenter ses taux dans un mois, machin, etc. Donc, a priori, ils continuent bien à augmenter les taux et ils ont bien décidé de créer une crise. Donc, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir une crise. Les contours dont on est à peu près certain, c'est que le premier effet, ça va être sur les cours de bourse, qui sont déjà très très élevés. Donc la première bulle qui va éclater, c'est évidemment la bulle boursière. Ça, on est à peu près sûr. Donc aujourd'hui, dire « moi j'ai beaucoup d'actions, j'en sors et je me mets en position d'attente », c'est pas forcément une mauvaise idée. Encore une fois, peut-être que ça peut repartir, peut-être que ça peut aller plus haut encore un petit peu, mais globalement, on y est au point haut. La seule chose qui va faire repartir les marchés durablement, c'est si jamais la Fed t'annonce qu'elle rebaisse les taux. Dans ce cas-là, on annule ce que je viens de dire, les taux rebaissent, donc il n'y a aucune raison que les marchés s'effondrent, que la croissance baisse, blablabla, donc on repart sur les marchés. Mais tant qu'on nous annonce et qu'on voit une augmentation des taux d'intérêt, un coût de l'énergie qui est là relativement important, donc qui retire de la croissance de l'économie mondiale, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'être acheteur de marché. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est que ces crises qui sont... ce que tu expliques est un raisonnement ce que tu expliques est un raisonnement qui est, j'espère, maîtrisé aussi par les directeurs de la Fed et les ministres des Finances et les directeurs des banques centrales. Donc la raison, c'est que s'ils comprennent ce mécanisme, donc ça veut dire que ce sont eux qui organisent ces crises. Et donc la question naïve que je vais te poser, c'est pourquoi organisent-ils ces crises ? Alors, la pensée, alors tu as deux types de pensée, hein, tu as la pensée conventionnelle et la pensée non conventionnelle. La pensée politiquement correcte et conventionnelle va consister à te dire que l'économie, elle n'est pas linéaire et que tu comprends, comme l'économie, elle n'est pas linéaire, il y a des cycles et que donc forcément, quand tu commences à créer des bulles, et ben les bulles, c'est dangereux, donc forcément, il faut se poser les bulles avant que ce soit trop grave. Donc pour ça, les banques centrales, elles vont utiliser l'arme absolue qui est celle des taux directeurs pour essayer de diriger au mieux l'économie mondiale pour que comme ça, bah, tu vois, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais globalement, grâce à l'intervention des sur le long terme, on a une progression linéaire et le monde est beau. Sauf pour celui qui, évidemment, tombe au chômage et perd son boulot quand on est dans un bas, après avoir été dans un pic, etc., etc. Ça, c'est la vision, on va dire, conventionnelle et admise publiquement et globalement tous les économistes dûment appointés par nos grands médias et qui vivent du système et par le système te diront sensiblement ça. La réalité, elle est que les banquiers centraux aujourd'hui décident des crises, que ça répond sensiblement à un agenda différent. Qui est l'agenda des recapitalisations des banques, qui est l'agenda d'une petite élite qui se gave entre elles. Bon,
l'équilibre et que ces périodes de crise permettent aussi quand les marchés montent, on refourgue tout le papier qu'on a acheté aux petits particuliers, aux petits épargnants qui rentrent et qui servent de contrepartie. Puis une fois que c'est bien haut, on les tarte et on recommence de manière assez régulière. Et puis on recommence le coup tous les 15 ans, tous les 10 ans, parce que de toute façon, tu as de nouveaux arrivants sur le marché qui n'ont pas forcément la culture historique, qui n'ont pas encore compris et qui, boum, se font rincer. Donc ça, c'est une autre lecture. Et puis, tu as encore une autre lecture qui a beaucoup de manque d'imagination et beaucoup d'inertie dans les systèmes économiques. Et je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, justement, sur cette idée de taux directeur, moi, je pourrais acheter cette histoire de dire, voilà, on a un taux directeur et donc, quand ça part trop loin, on est obligé de calmer tout ça parce que si on ne le calme pas, on va laisser des bulles absolument gigantesques se créer et donc on préfère une petite crise maintenant à un immense effondrement demain. Donc, tu peux acheter ce raisonnement-là. Sauf qu'aujourd'hui, moi je ne l'achète pas. Et je ne l'achète pas pour la raison suivante. C'est que tu as un taux directeur pour toute l'économie. C'est-à-dire que là, tu vois, la Fed, quand elle augmente ses taux d'intérêt, elle augmente ses taux d'intérêt pour toute l'économie. Aujourd'hui, on a des systèmes informatiques pour tout. Airbnb est capable de savoir que telle maison, elle est louée par telle personne, que c'est tel monsieur qui va la louer pour telle journée, tel autre pour telle autre journée, qu'il a bien récupéré les clés. Enfin, tu vois, on est capable, avec les systèmes d'information actuels, d'une finesse de gestion que nous n'avions pas avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu serais capable d'avoir une banque centrale, elle serait capable d'imposer dans sa zone monétaire, non pas un taux d'intérêt directeur, mais des taux d'intérêt directeurs. Et des taux d'intérêt directeurs par secteur, par grand secteur économique. Sur l'industrie, sur la production de bagnoles, sur la production d'énergie verte, sur le prêt personnel, sur le crédit immobilier. Tu vois, donc on pourrait avoir un taux d'intérêt différent par secteur. Et donc, quand tu détectes, du coup, on aurait une gestion extrêmement fine de l'économie. En clair, je détecte une bulle immobilière, j'augmente mon taux qui finance les crédits immobiliers. En revanche, j'ai un gros problème sur l'emploi, donc j'augmente surtout pas mon taux qui finance les PME, les PMI. Et je peux avoir un taux pour les grosses boîtes, pour avoir une très grande finesse de gestion de mes taux. Et donc, si on avait ça, alors là, oui, j'achèterais. J'achèterais que c'est pour le bien de l'économie. Et ça, on pourrait fonctionner comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un gouverneur de banque centrale innovant, aujourd'hui, c'est ça qu'il ferait. D'accord? Donc, il réunirait tout le monde. Draghi, tu vois, à la BCE, il dirait, voilà, c'est le bordel. Donc, aujourd'hui, moi, je suis capable, en fait, informatiquement, de tout gérer. Donc, je veux un taux directeur pour l'Allemagne, un taux directeur pour l'Italie et un taux directeur pour la France, parce que c'est trois économies qui ne fonctionnent pas forcément au même rythme, au même moment. Et donc, quand le projet il a lieu en France, c'est un taux français qui s'applique. Mais si le projet il a lieu en Italie, on applique un taux directeur italien. Tu peux tout imaginer. Et là, tu peux rendre ton économie fonctionnelle. Tu peux la rendre beaucoup plus fine. Ça va être ça le prochain enjeu. Hein. Et là, il y a un vrai débat économique, mais également politique, que tout le monde doit porter et dont les gens doivent saisir l'importance. Parce que tant qu'on ne rentre pas là-dedans, alors ça veut dire qu'on est dirigé par une petite caste qui décide, quand bon lui semble, de gaver les copains en créant de toutes pièces des crises dont les gens, comme toi et comme moi en bas de l'échelle, sont les premiers victimes. Et ça, je suis choqué d'apprendre ça, je suis choqué. T'as vu, t'es surpris. Ça veut dire mais en tant que citoyen, on ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter et on doit porter des alternatives intellectuelles pour montrer justement que il est possible de faire autrement. Et parce que c'est possible de faire autrement, ne pas le faire veut dire qu'on déclenche volontairement des crises. Voilà. Et donc, faut mettre un petit peu tous ces gens-là face à leurs responsabilités. Alors, en Suisse, nous avons un proverbe qui dit que les crises sont le mécanisme pour que l'argent, régulièrement, passe de la poche des pauvres à l'endroit où il devrait être et où il appartient légitimement, c'est-à-dire chez les riches. Donc j'ai rephrasé le proverbe. Toutefois, je suis d'accord avec toi, c'est que
la bonne gestion la bonne gouvernance, c'est le mot à la mode, d'un territoire, d'un pays, d'une nation, nécessite une gestion qui, oui, certes, lisse les économies autant que possible, puisqu'on a des États, autant faire en sorte qu'ils soient le moins néfastes possible, alors que les individus entre eux, avec le contrat, pourraient très très bien gérer l'économie sans avoir besoin d'un grand État et tout ça, à mon avis. Enfin, c'est un long débat. En revanche, je pense que nous avons dérivé, et c'est pas nouveau, et ce sont là aussi des cycles de mise en place de castes qui deviennent de plus en plus tyranniques et arrogantes et qui sont de plus en plus gourmandes de récupérer tout pour elles. Et ça fait plusieurs siècles que cela dure, par cycle comme ça, et que ça amène soit à des révoltes, des révolutions, des cassures très très lourdes, simplement à la différence qu'aujourd'hui, tout d'abord nous sommes globalisés, tu l'as dit, et tu l'as dit aussi, et ça c'est un peu mon gros cheval de bataille en ce moment, nous sommes extrêmement dépendants de la perfection de cette globalisation, les flux doivent fonctionner parfaitement bien, tant à l'échelle globale qu'à l'échelle de la ville, mais aussi les flux d'énergie doivent continuer à tourner et à être bon marché. Or, la physique, donc là on tombe non plus sur des vues de l'esprit et des abstractions que pourraient être l'argent, les bourses, etc. Mais là, on tombe sur la physique, c'est-à-dire le jour où il y a moins de disponibilité, ou simplement il n'y a plus de livraison de la source énergétique principale, comme tu l'as dit, et qui est l'hydrocarbure, le pétrole, etc. Là, peu importe les prix, peu importe l'offre et la demande, peu importe les règles économiques, si tout d'un coup les pays exportateurs, pour une raison ou une autre, simplement parce qu'ils en produisent moins peut-être, et l'Arabie Saoudite nous a avertis déjà il y a 2 ans de la baisse significative de sa production pour 2019, donc quelque chose que peu de journalistes semblent retenir. Pourtant, c'est quand même le premier producteur qui nous avertit. Malgré, aujourd'hui, il n'y a que l'Irak et les États-Unis qui ont augmenté leur production. Et pour les États-Unis, elle est substantielle. Elle représente 6% de la production globale. Il s'agit essentiellement des schistes, des pétroles de schiste, qui, on le sait, ont des proportions à chuter très rapidement lorsque les puits se vident, et contrairement aux puits traditionnels où on maîtrise à peu près la baisse. Donc nous sommes en train d'être en fait dans une sorte de tenaille dans ce que tu as décrit tout à l'heure, et dans cet approvisionnement énergétique sans lequel les flux s'arrêtent, ou en tout cas ralentissent de manière extrêmement forte. Donc on est mal. Oui. Oui. Mais toi et moi, on le sait. Oui, bien sûr, depuis longtemps. Toi et moi, on le sait, Pierrot. Hein, on a eu plusieurs fois l'occasion de discuter, y compris en privé. On a partagé un certain nombre d'éléments, et on sait que la situation, elle est pas simple. Elle est pas simple. Après, il y a une question il y a une double question. C'est qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif, qu'est-ce qu'on fait au niveau individuel. Donc ça, la déclinaison au niveau individuel, toi, tu y apportes par ton travail et ton approche survivaliste une manière d'y répondre, à laquelle les gens adhèrent plus ou moins. Et puis le survivalisme, c'est pas tout ou rien. Enfin voilà, c'est on est d'accord. Enfin, on a tout un panel, d'actions possibles, et ça va de je m'enferme dans un bunker avec un char à je crée une communauté plus résiliente où j'apprends des techniques et tout. Voilà. Chacun y met, c'est un peu l'auberge espagnole. Je dis pas ça du tout de manière péjorative, mais c'est chacun peut trouver là-dedans une approche qui va lui être personnellement audible, ou une approche qui va lui parler et qu'il va lui sembler adapté. Voilà. Bon, moi, tu vois, mon approche, c'est plutôt d'être dans une maison de campagne avec mon potager, veau, vache, cochon. Bon, moins le cochon, le veau et la vache, parce que ça prend vraiment beaucoup de place, et qu'un potager, c'est quand même plus facile. Les boîtes de cassoulet, tu en parles souvent dans tes Les conférences. boîtes de cassoulet, les boîtes de raviolis, etc. Bon, voilà. Donc, tu peux avoir une approche qui est beaucoup plus j'aime pas même pas le mot soft, hein, mais qui est une approche beaucoup plus centrée sur des besoins
quasiment, tu peux assimiler à de l'épargne en fait. Hein. Quand moi je parle du plan épargne boîte de conserve, j'aime bien prendre cette analogie pour dire, regardez, déjà, vous avez un taux d'inflation de 5% sur les boîtes de conserve, alors que votre livret A, il vous rapporte 0,75. En clair, si tu places 100 euros à 0,75, tu auras 75 centimes. Si tu places 100 euros dans 100 euros de boîte de raviolis, tu vas gagner 5 euros par rapport au prix de la même boîte de raviolis l'année prochaine. En clair, faire tes courses cette année pour manger l'année prochaine, ça va te faire gagner 5%. Et ça, c'est encore plus si tu remplaces tes boîtes de raviolis par des jerrycans de diesel, parce que ça augmente, les gilets jaunes en disent quelque chose, ça augmente plutôt de 10% par an, quoi. Donc voilà. C'est pareil pour les munitions. Voilà. Donc il y a des trucs comme ça. Chacun va après pouvoir y piocher ce qu'il veut, mais il y a des vrais sujets, quoi. C'est-à-dire que moi, quand on dit mais stocker, machin, n'importe quoi. Non, il y a des vrais sujets. Et y compris, surtout, je dirais même, chez des gens qui ont peu d'épargne ou des situations financières et d'emploi fragiles. C'est-à-dire que plus tu es fragile, plus tu as intérêt non pas à placer sur ton livret A, mais à placer en boîte de conserve. Parce que les mois où c'est dur, tu seras content d'avoir les mois où c'était moins dur, acheter un peu plus pour le mois où c'est plus compliqué. Donc tu vois, c'est après, chacun gère comme il l'entend et fait comme il le veut. Mais à mon sens, il y a des vrais sujets de réflexion, et dans l'éducation financière des gens, ça, c'est des choses qui doivent être dites, quoi, pour que les gens, individuellement, soient toujours beaucoup plus forts. Donc moi, je fais partie de ceux qui, comme toi, pensent que plus tu as de gens résilients, plus ta collectivité, elle va être résiliente. Donc la résilience de chaque individu est importante pour former une société résiliente au choc. Ça, c'est le premier élément de la réponse collective. Et puis après, le reste de la réponse collective, c'est évidemment une réflexion politique qui doit être menée et un projet de société. Et un projet, non pas de décroissance, parce que moi je déteste le mot de décroissance, je trouve que c'est un concept qui est ultra négatif. Et moi je préfère parler de sobriété et de choix. Voilà. Donc on n'est pas obligé de consommer comme des cochons, on n'est pas obligé de polluer comme des porcs, on peut être beaucoup plus sobre dans bien des cas. Moi le premier, hein, donc n'imagine pas que je fasse la leçon. Moi le premier, je peux réduire mon empreinte à peu près de tout, y compris alimentaire. Je peux perdre encore 5 kilos, je vais pas mourir. Donc tu vois, je resterai toujours en IMC plutôt haut. Donc voilà, on peut réduire. On peut être plus sobre sans que ce soit une catastrophe, et après faire le choix de ce qu'on décide de faire grandir et ce qu'on va décider de mesurer et de limiter. Je pense aujourd'hui qu'on peut limiter considérablement notre consommation en ayant au cœur de la conception de tout produit le fait que tout appareil doit être conçu pour être upgradé, quoi. C'est-à-dire que tu prends un téléphone portable comme celui-là, l'écran, il doit pouvoir se retirer, se changer quand il est cassé. Le microprocesseur, tu dois tirer un truc et puis tu le remplaces par un truc plus puissant le jour où tu as le plus puissant, puis tu refermes. Et puis voilà. Et puis, tu jettes pas 500 grammes de matière tous les ans pour le remplacer par 500 grammes de nouvelle matière alors que c'est pas utile. Tout à fait. Et ça, si tu veux, tout ça aujourd'hui, on serait capable de le faire. Et tu vois, on serait capable de gérer une économie de manière beaucoup plus fine, en ayant une empreinte écologique beaucoup moins forte, en ayant un besoin d'énergie bien moins important, etc., etc. Aujourd'hui, tu prends un vieux sujet qui est en France, avec moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Les villes se sont créées parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Et donc, comme il y a eu la révolution industrielle, il a fallu regrouper énormément de bras pour produire énormément de choses qui allaient être consommées par énormément de consommateurs dans des usines et dans des points de consommation. Bref, on a fait des grosses villes. Mais jusqu'à la révolution industrielle, les villes sont toutes petites. Même les plus grandes villes sont des petites villes. C'est la révolution industrielle qui va nous faire rentrer progressivement dans l'ère des mégapoles. On va avoir un exode rural, et donc les gens vont abandonner les campagnes, alors que
à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 60% de la population française est rurale. Aujourd'hui, tu as 2% d'agriculteurs. Donc, si tu veux, tu as un exode rural qui est phénoménal. Aujourd'hui, on n'a plus d'usines. Les usines, on les a toutes envoyées en Chine. Et on continue à faire un truc qui est hallucinant, qui est en termes écologiques et en termes de gaspillage d'énergie, qui est la ville. Il n'y a pas plus anti-écolo que la ville, et il n'y a pas plus cher en demande d'énergie que la ville. C'est clair. La ville, en réalité, la grande ville, est un modèle économique du passé. Ouais. Et donc, l'un des grands enjeux d'aménagement du territoire dans les années qui viennent, et si on veut vraiment parler de transition écologique, c'est de parler aux gens de transition de lieu d'habitat. Et que les gens commencent à réfléchir au fait que tout ça, c'est cyclique et qu'après l'exode rural, viendra le jour de l'exode urbain. Et que face à cette déplétion de l'énergie, donc le mot savant pour parler de la baisse de production du pétrole, etc., c'est la déplétion. Pour parler de cette diminution de la quantité d'énergie disponible par tête de pipe, il y a deux facteurs. C'est que non seulement on est de plus en plus nombreux en termes de nombre de têtes de pipe, donc il y a de plus en plus de têtes de pipe dans tous les pays du monde, et en plus, il y a de moins en moins d'énergie. Ce qui veut dire que moins d'énergie et plus de têtes de pipe, ça va coincer. Alors, est-ce que ça coince en 2019, en 2020, en 2021, en 2025 ? J'en sais rien. Mais à un moment donné, effectivement, on va avoir un vrai problème. Et donc, si tu n'as pas compris, toi, à titre individuel, et après à titre collectif, que l'une des réponses, elle passe par moi, ce que j'appelle le PEL, le patrimoine, emploi, localisation, ça passe par un vrai travail de réflexion sur ta localisation, et tu vas pas mettre tout en œuvre pour ta résilience future. Voilà. Mais aujourd'hui, la localisation, c'est quelque chose d'indispensable dans ton anticipation de l'avenir. Pas uniquement pour des raisons purement sécuritaires, machin, etc., mais c'est aussi parce que il serait assez logique qu'avec une nouvelle technique de télétravail, avec ce qu'on peut faire par Internet, etc., aujourd'hui, le regroupement des gens dans des entreprises, dans un bureau avec un chef qui te fouette, alors que tu n'as plus d'usine, c'est plus adapté. Aujourd'hui, tu as des centres d'appel virtuels où tu as 10 téléconseillers dans 10 endroits différents qui reçoivent des appels. Ça pose aucun problème. Tout à fait. Donc tout ça, ça va considérablement changer dans les années qui viennent. Alors pour terminer, et peut-être parce que c'est un exemple concret, et pour revenir à notre question initiale, j'ai reçu pas plus tard que ce matin un courriel d'une amie qui me dit, voilà, je suis rentré en France, j'ai 10 000 euros, et je voudrais les investir, et on sent cette... La bourse a beaucoup monté depuis pas mal d'années. J'aimerais les investir en bourse. Qu'est-ce que tu penses? Facebook, Netflix? Alors j'ai pensé que c'était un canular parce que je me suis dit non mais elle se fout de ma gueule. En plus Facebook, Netflix, etc., etc. Alors je te dis pas ma réponse, mais tu peux l'imaginer. Mais quelqu'un qui est vraiment un petit porteur, voilà, 10 000 euros, qui souhaite investir aujourd'hui, qui a 10 000 euros cash, qui sait pas trop quoi en faire, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je lui conseille déjà de bien comprendre que très souvent, celui qui conseille, c'est celui qui vend. Donc en fait, on dit, il y a un proverbe français, on te dit le conseilleur est pas le payeur, mais en réalité, on pourrait même le préciser, ce proverbe, en disant le conseilleur est pas le payeur, et bien souvent le conseilleur est le vendeur. Voilà. Donc déjà, les gens doivent se rendre compte, doivent mesurer déjà de manière intellectuelle que celui qui les conseille leur vend quelque chose. Et quand tu es dans une position de conseilleur-vendeur, tu es par définition dans une position de conflit d'intérêts. Par définition. Je ne peux pas te conseiller d'acheter cet élastique ou ce crayon à papier que je te vends moi. Voilà. Si je te conseille d'acheter cet élastique et ce crayon à papier, par définition, si c'est moi qui te les vends et si c'est à moi que tu donnes l'argent, par définition, je suis jugé parti. Donc, je suis en position de conflit d'intérêts. Déjà, ça, faut le mesurer. C'est-à-dire, qui aujourd'hui conseille cette dame?
cet ami? Très certainement son banquier, son gentil banquier. Dans 90% des cas, c'est le gentil banquier, c'est le gentil assureur qui lui a le droit de conseiller parce qu'il est agréé par les autorités de tutelle, il a eu un diplôme, nif, pif, paf, on lui a mis des tampons, etc. Donc lui, en plus, il a le droit de donner des conseils. Moi, déjà, j'ai pas le droit de donner de conseils. Tu vois, en termes juridiques, j'ai pas le droit de donner de conseils. Donc moi, le premier conseil que je donne, parce que celui-là, j'ai le droit de le donner, c'est n'écoutez pas les conseillers. Voilà, déjà. Et n'écoutez pas les conseilleurs qui sont des vendeurs. Ça, c'est la première des choses. Et à partir du moment où on voit les choses de cette manière-là, on les voit déjà très différemment. Ensuite, pour répondre plus clairement à cette question, quand tu as 10 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, moi, je ne vais pas sur les marchés. Mais voilà. Si j'ai 10 000 euros, je me prépare à aller sur les marchés. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Alors, je me prépare à aller sur les marchés et je vais t'expliquer d'abord comment faire et après pourquoi le faire. Comment faire pour se préparer à aller sur les marchés? Je me renseigne, je cible des titres. Alors, tu me parlais de Facebook, Netflix. Donc, si cette dame, elle veut acheter Facebook, Netflix, etc., parce qu'elle y croit, c'est super, très bonne idée. Mais attendez d'abord que ça baisse. Alors, vous allez observer les titres, suivre les titres, vous créez un portefeuille virtuel sur un site internet, peu importe, vous allez apprendre, regarder, observer, vous entraîner, et puis vous verrez, dans 6 mois, dans 1 an, quand ça aura perdu 50 ou 60%, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter, parce que ce sera les soldes. Et en général, vous avez tellement peur à ce moment-là que vous n'allez pas acheter. Parce que si tout le monde vend, évidemment, on n'a pas du tout envie d'acheter. Donc les gens, ils ont globalement envie d'acheter quand tout le monde achète et que c'est très très haut. Et ils ont surtout envie de vendre quand c'est très très bas, que tout le monde est désespéré et déprimé. Et donc c'est pour ça que les petits porteurs sont la contrepartie par excellence des riches, et que ça rejoint ton proverbe que l'argent retourne à chaque crise dans les poches qu'il ne devrait pas quitter, à savoir celles des très riches, qui eux savent vendre quand c'est très très haut et ils savent racheter quand c'est très très bas. Alors, si vous reprenez le CAC 40 ou le Dow Jones sur les 20 dernières années, on a un énorme pic en 2000, ça baisse de 60%, là il faut racheter. On a un énorme pic en 2007, 2008, ça perd 60%, là il faut racheter. On a un énorme pic en 2018, 2019, on va perdre 60%, et vous savez quoi? Il faudra racheter. Voilà. Alors vous allez dire, oui, mais cette fois peut-être ça va être la fin du monde. Alors, double préparation. Soit c'est la fin du monde, et à ce moment-là, on s'en fiche de votre PEA, de vos actions, de machin, de trucs. Ce qui compte, c'est votre boîte de conserve et votre stock de raviolis. Donc, achetez un peu de stock de raviolis. Après, je connais peu de personnes qui stockent dans leur salon 10 000 boîtes, parce que à 1 € la boîte, ça en fait 10 000. Moi, j'ai essayé de dire à ma femme, chérie, je me sentirais mieux avec 10 000 boîtes de raviolis, je vais te les mettre dans le salon. Tu la connais, elle m'a mal accueilli. Elle m'a dit, tu peux passer à la boîte de foie gras, tu peux upgrader. C'est ça. Je peux augmenter la valeur de la boîte de conserve. Voilà pour la petite image. Donc évidemment, on ne va pas forcément stocker pour 10 000 € de sacs de riz ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre dans un patrimoine. Donc on va prendre le risque qu'évidemment, sur une partie de son patrimoine, on va se préparer au cas où tout se passerait très mal. Et sur une autre partie de son patrimoine, on se prépare au cas où tout ne se passerait pas si mal que ça. Tout à fait. Voilà. Et on fait évidemment les deux. Et une vraie préparation, une vraie optique résiliente, et c'est une optique qui va exclure aucun chemin possible. Voilà, on se prépare à tout, un homme averti en vaut 2, un homme préparé en vaut 4, mais on n'est pas non plus forcément jusqu'au boutiste, et c'est pas parce qu'on pense que ça pourrait mal se passer qu'on va déjà aller s'enfermer dans notre bunker, enterré à 600 pieds sous terre, etc., à plus voir personne, et puis à monter la garde devant avec la pétoire du grand-père. Donc, tout ça, la vie, elle est plus compliquée que ça. On a des amis, on est installé en ville, on a un travail, etc. Donc, évidemment, on articule une préparation. Et donc, moi, voilà ce que je conseillerais à ta dame là et à ta copine qui t'a écrit. Qu'est-ce que je fais de mes 10 000 €? Eh bien,
si elle a déjà un minimum d'épargne, si elle a déjà de quoi remplacer la chaudière si elle tombe en panne, les roues de sa voiture si elle crève. Bon, si elle est déjà prête pour tout ça, alors effectivement, elle peut investir 10 000 euros en bourse. Pas maintenant, mais quand les marchés auront corrigé. Dernière petite chose aussi à lui dire, c'est que quand on pose ce genre de questions, c'est qu'en général, on n'est pas un investisseur averti. Et moi, j'invite tout le monde, vraiment, tous ceux qui vont nous écouter, à s'appliquer ça pour eux. C'est que personne ne s'occupera mieux de son argent que soi-même, quoi. Ouais. Et le mieux placé pour s'occuper de tes sous, Pierrot, c'est toi, Pierrot. Le mieux placé pour s'occuper de mes sous, c'est moi, Charles. C'est pas toi pour moi et c'est pas moi pour toi. Donc, il faut faire l'effort, et c'est indispensable. Ah oui, j'y comprends rien. Non, il faut faire l'effort de comprendre. Il faut faire l'effort de se former. Il faut faire l'effort d'apprendre. Et c'est que à force de faire l'effort d'apprendre et de comprendre, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en plaçant qu'on devient un bon, c'est en posant du placo qu'on devient un bon plaquiste, c'est en faisant du bricolage qu'on devient un bon bricoleur, etc. Donc à un moment donné, il faut s'investir, il faut acquérir des savoir-faire, et il faut acquérir des savoir-faire manuels, et puis il faut acquérir des savoir-faire intellectuels. Et la gestion de son argent, c'est un savoir-faire qui est indispensable et qui le sera de plus en plus parce que la précarité augmente. Ouais. Donc, savoir gérer ses sous, savoir gérer son épargne, c'est savoir augmenter considérablement sa résilience dans un monde de plus en plus incertain. Donc, s'intéresser à l'argent, c'est non seulement pas sale, et en plus, c'est pas une option, quoi. Aujourd'hui, s'intéresser à son argent, à mon sens, c'est une obligation de chaque individu dans un monde incertain. Charles Sana, merci. Alors, c'est à mon tour de donner un conseil, parce que moi je peux. C'est que je conseille à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent d'aller voir ton site, Insolentiae. Je mettrai le lien en dessous. S'abonner à ta newsletter quotidienne. Je ne sais pas comment tu fais à faire ça tous les jours, c'est un boulot de dingue. Et, ou peut-être encore mieux, souscrire à ta newsletter qui va beaucoup plus loin et qui donne des avis et des conseils très avisés, des analyses toujours très pertinentes. À très très bientôt. Donc je te salue de ma Suisse, salut à la Normandie, et puis on se reparlera bientôt. À bientôt, Pierrot.